Ici, on va parler du glaucome. Cette pathologie est la première cause de cécité irréversible. Vous nous parlez du glaucome. Comment on pourrait définir cette maladie de la vue ? C'est une maladie particulièrement fourbe qui survient sans prévenir. Le glaucome, c'est une destruction du nerf optique. Vous savez, le nerf optique, c'est ce qui part de l'œil et qui amène les informations visuelles jusqu'au cerveau. Eh bien, ce nerf optique se détruit progressivement dans le glaucome à cause de l'hypertension à l'intérieur de l'œil. C'est une sorte d'hypertension, non pas artérielle, mais intraoculaire. Je te conseille, comme toujours, de prendre des notes, le plus de notes possible pendant cette vidéo. En fin de vidéo, tu auras le droit à un questionnaire, comme pour chacune de mes vidéos, avec différentes questions concernant la vidéo d'aujourd'hui. Nous commencerons par l'anatomie de l'œil humain. On sait tous qu'un œil, c'est une sphère, d'accord? Il a la forme d'une sphère, de diamètre environ 24 à 25 mm. Bon, ça c'est différent selon les livres. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'en moyenne, on est aux alentours de 24 à 25 mm de diamètre, ce qui fait 2,5 cm. Hein, c'est vraiment très petit, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est petit, hein, c'est négligeable par rapport au reste du visage, par exemple. On va commencer par parler des couches les plus externes de l'œil. Alors, ce que l'on retrouve ici, tout autour de l'œil, et qui donne la forme de l'œil, ainsi que une protection contre les différents traumatismes, c'est ce qu'on appelle, en langage courant, le blanc de l'œil, qu'on peut retrouver là derrière, et qu'on appelle en anatomie la sclère, d'accord? La sclère, ou encore appelée la sclérotique, c'est cette zone blanche autour de l'œil, qui est la tunique la plus externe de l'œil, d'accord? Cette tunique-là, en avant de cette tunique, on a une zone qui est transparente. Cette zone transparente, c'est ce que l'on appelle la cornée, d'accord? La cornée, il faut bien comprendre que c'est une zone qui correspond uniquement au pourtour, là, ici. C'est uniquement ce cercle-là que je te dessine, autour de ce qui donne la couleur de l'œil, c'est la cornée. Donc c'est une zone transparente, on a du mal à la voir évidemment sur cette photo puisqu'elle est transparente. Là on voit une espèce de rayon réfléchi ici qu'on pourrait imaginer. Donc c'est une zone totalement transparente qui permet, tu vas voir par la suite, de faire dévier les rayons lumineux sur la rétine. C'est pas le seul élément de l'œil qui permet ça, mais ça en fait partie. Juste pour information, évidemment la cornée transparente est autour d'ici, et sur le côté ici autour du blanc de l'œil on a également une zone transparente qui vient recouvrir la sclère, c'est ce que l'on appelle la conjonctive, d'accord? Là on l'a dessiné ici, donc c'est une zone transparente autour du blanc de l'œil, c'est ce qui est touché quand on parle de conjonctivite, hein, au niveau de l'œil, qui donne la rougeur de l'œil. Donc on connaît tous la conjonctivite, on en a peut-être déjà tous un peu souffert. Juste derrière la cornée, on retrouve ce qui donne la couleur de l'œil. Donc c'est ce que l'on appelle l'iris, d'accord? L'iris, c'est une couche de l'œil qui est remplie de cellules pigmentées, d'accord? Et qui va donner la couleur à l'œil. Donc juste pour information, il n'existe pas de pigment marron pour les yeux marrons ou de pigment bleu pour les yeux bleus. Le nombre de pigments que va posséder l'iris va déterminer la clarté ou la sombreur de l'iris. Autrement dit, un œil bleu aura moins de pigments qu'un œil marron. L'iris est percé en son centre, perforé, par un trou, un diaphragme, que l'on appelle la pupille. Donc c'est vraiment un trou à proprement parler, qui va laisser passer les rayons lumineux, hein, qu'on le voit ici. Les rayons lumineux vont passer à travers la cornée qui est transparente, et passer à travers ce trou ici, pour atteindre la rétine, d'accord? À l'arrière de la pupille, on retrouve ce que l'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille, hein, d'accord, transparente également, qui correspond au deuxième dioptre de l'œil. Donc c'est un deuxième élément qui va permettre également de faire passer les rayons lumineux jusqu'à la rétine et les faire converger, on le verra en détail. Juste à l'arrière de l'iris et accolé à l'iris, on a ce que l'on appelle le corps ciliaire. Alors le corps ciliaire a plusieurs fonctions dans l'œil. À la fois, il va permettre au cristallin, par le biais de petites attaches, de faire modifier un peu la forme du cristallin, et également il va sécréter ce que l'on appelle l'humeur aqueuse, qui est produite par l'œil, et qui va permettre à l'œil de toujours maintenir sa tension, sa pression. Après le cristallin, là on a toute cette zone-là un peu centrale, qui est importante et que l'on appelle le vitré. Alors le vitré, c'est tout ça, ou encore l'humeur vitrée, c'est toute la zone ici à l'intérieur, qui est une zone un peu gélifiée si tu veux, et qui va permettre de maintenir la forme de l'œil. Donc ça va le rendre le plus sphérique possible. À l'arrière du vitré, on a la première couche postérieure de l'œil, donc tout au fond de l'œil, qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est la partie la plus importante par rapport au système visuel, puisque c'est là qu'on va récolter l'information visuelle, qui va être transmise
par le biais du nerf optique jusqu'au cerveau. On le verra en détail juste après. À l'arrière de la rétine, on a une autre couche que l'on appelle la choroïde, juste derrière la rétine. Et enfin, on retrouve notre sclère au niveau de l'arrière complet de l'œil qui va permettre cette protection. Alors, il existe donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux milieux de dioptres qui vont permettre à la lumière de se faire converger sur la rétine. Alors, la lumière, elle rentre, d'accord, elle passe par la cornée, elle est d'abord un petit peu déviée, donc convergée par la cornée. Ensuite, elle passe au travers de la pupille, donc le trou de l'œil, le diaphragme de l'œil. Elle traverse ensuite le cristallin, et elle va se faire de nouveau dévier par le cristallin pour arriver sur la rétine après avoir traversé le vitré, évidemment. Donc les deux dioptres très importants, les deux milieux de convergence sont la cornée et le cristallin. Alors on va rentrer plus en détail sur la cornée. Donc on l'a dit, la cornée, c'est l'espèce de petit hublot qui se retrouve à l'avant de l'œil, ici, totalement transparent. Alors elle est constituée de différentes couches. On a d'abord la couche la plus extérieure, c'est ce que l'on appelle l'épithélium. Ensuite, on aura une membrane qu'on appelle la membrane de Bowman, qui va séparer l'épithélium de la zone la plus importante de la cornée, qu'on appelle le stroma cornéen. À l'arrière du stroma cornéen, on retrouve une deuxième membrane, que l'on appelle la membrane de Descemet, qui sépare le stroma de l'endothélium cornéen. Donc là, un autre schéma qui nous montre la cornée, donc l'épithélium, ici, comme on a dit, la couche la plus externe, l'endothélium, la partie la plus interne, et le stroma. Bon, ici, sur cette image-là, on n'a pas fait figurer les deux membranes, mais on peut facilement imaginer leur position. Donc on aurait épithélium, membrane de Bowman, stroma, membrane de Descemet et endothélium. Alors, comme on le voyait sur les précédentes photos, la cornée, elle forme une espèce d'angle qui est très important en ophtalmologie avec l'iris. C'est ce que l'on appelle l'angle irido-cornéen, entre l'iris et la cornée. Cet angle-là, il est important en ophtalmologie parce que c'est par cet angle-là que va être évacuée l'humeur aqueuse, donc c'était ce qui était créé par le corps ciliaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors là, tu vas me dire que c'est un peu inhabituel de voir une cornée comme ça, et tu as raison, puisque cette cornée a une forme un petit peu de cône. Cette photo représente une pathologie de la cornée que l'on appelle le kératocône. C'est une déformation de la cornée qui, au lieu d'être sphérique, a une forme de cône tout simplement, et tu comprendras bien qu'étant donné que c'est un milieu important pour faire converger les rayons, si ce milieu est déformé, les rayons ne convergent pas bien, et donc ça peut nuire à la vision et au confort de vision. Deuxième dioptre important, le cristallin. Alors, il permet ce que l'on appelle l'accommodation. C'est le mouvement que fait l'œil pour faire le focus, c'est-à-dire quand on regarde un objet en vision de loin, le cristallin, il est un peu au repos, d'accord ? Plus on approche l'objet, plus le cristallin va se bomber, il va devenir plus gros en taille, et il va permettre de faire converger plus facilement les rayons lumineux sur la rétine. Donc le cristallin, par définition, il se compose de différentes couches. On a la couche la plus externe du cristallin, qui à l'avant est appelée la capsule antérieure, et à l'arrière la capsule postérieure. D'accord, donc c'est une capsule qui protège le cristallin. À l'intérieur du cristallin, on a ce que l'on appelle le cortex, et à l'intérieur même du cortex, on a le noyau cristallin. Le cristallin, on remarquera qu'il est attaché ici au corps ciliaire parce que l'on appelle des zonules, les zonules de Zinn. Ce sont ces zonules qui vont permettre les modifications de forme du cristallin dont on parlait tout à l'heure pour l'accommodation. Donc c'est en tirant sur les zonules que l'accommodation peut se faire ou se défaire. Le cristallin a une importance aussi puisque c'est un milieu transparent, mais ce milieu n'est pas transparent toute la vie. En effet, le cristallin devient de plus en plus opaque et perd de sa transparence avec l'âge. Et c'est ce que l'on appelle plus communément la cataracte. La cataracte, c'est donc une opacification du cristallin que l'on peut évidemment opérer. Donc on ne rentrera pas dans les détails de la chirurgie de la cataracte, mais le cristallin peut être retiré et à la place on met une lentille artificielle qui fait plus ou moins le même travail. On passe maintenant à la couche postérieure de l'œil que l'on appelle la rétine. C'est la face postérieure de l'œil, c'est ce que l'on appelle plus communément le fond de l'œil. Elle est constituée de différents éléments. Là, ce qu'on voit ici, c'est ce que l'on appelle la papille, l'entrée du nerf optique au niveau de l'œil. C'est au niveau de la papille que entrent et sortent les artères et les veines, donc les artères qui vont ramener le sang oxygéné à l'œil et les veines qui vont rapporter le sang désoxygéné en retour.
On a aussi une autre zone ici que l'on voit un peu plus sombre que le reste de la rétine, c'est ce que l'on appelle la macula. La macula, c'est l'endroit qui permet le maximum de vision possible. C'est à cet endroit-là où on retrouve les 10 dixièmes, la vision du détail, la vision des couleurs. Tout se passe à cet endroit-là, que l'on retrouve ici un peu plus sombre aussi de ce côté-ci. Juste pour information, nous sommes sur un œil droit, puisque par définition, la place du nerf optique détermine l'œil que l'on observe. Autrement dit, le nerf optique est à droite, on parle de l'œil droit. Si on voulait entrer plus en détail et qu'on faisait une coupe au niveau de la zone maculaire, ici, la macula, on pourrait observer différentes couches au niveau de la macula. Il en existe 10, d'accord? C'est les 10 couches rétiniennes les plus connues. De la partie interne à la partie externe, on retrouve les fibres du nerf optique, les cellules ganglionnaires, la couche plexiforme interne, la couche nucléaire interne, la couche plexiforme externe, la couche nucléaire externe, les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire. D'accord? Ces couches sont aussi délimitées par les limitantes externes et les limitantes internes. Il existe deux grands types de photorécepteurs au niveau de la rétine. Le premier, ce sont les cônes, et le deuxième, ce sont les bâtonnets. D'accord? À noter que dans la zone la plus centrale, la macula, on retrouvera beaucoup plus de cônes que dans la zone la plus périphérique où on retrouvera majoritairement des bâtonnets. Juste à l'arrière de la rétine, donc on a notre rétine ici qui est représentée en jaune avec le trajet de notre nerf optique, d'accord. Juste en arrière de la rétine, on retrouve la choroïde. La choroïde, c'est une zone très vascularisée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vaisseaux qui vont apporter le sang oxygéné principal à la rétine, d'accord. Donc là, on a toute la partie de la rétine avec nos photorécepteurs, nos cônes et nos bâtonnets, l'épithélium pigmentaire dont on parlait tout à l'heure, et à l'arrière, on a cette choroïde qui va ramener le sang oxygéné à l'œil. Le nerf optique, évidemment, donc ici au niveau de l'œil on parlait de ce qu'on appelle la papille, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le fond de l'œil, mais évidemment le nerf optique continue et se dirige vers la phase postérieure du cerveau, un trajet assez particulier et assez complexe. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais il faut noter que le nerf optique s'étend jusqu'au cortex occipital, puisque c'est dans le fond du cortex que sont analysées les images. Un bref commentaire des principales structures du globe oculaire. L'œil humain est un organe sphérique de 22 à 24 mm de diamètre avec un poids d'environ 8 grammes. Le globe oculaire est formé de 3 enveloppes très facilement identifiables. La tunique externe, la plus fibreuse, est composée par la cornée et la sclère. La tunique moyenne ou vasculaire, dénommée UV, est composée par l'iris, le corps ciliaire et la choroïde. Et la tunique interne, fine et transparente, est appelée rétine. Tunique externe, cornée et sclère. La cornée, qui est complètement transparente, se situe dans la partie la plus antérieure de l'œil. Lorsque nous observons un œil, nous pouvons voir que l'iris est coloré et la sclère est blanche. La cornée est située en face de l'iris, mais nous ne la voyons pas parce qu'elle est transparente. Nous pouvons la voir au moyen d'un myomicroscope spécial appelé lampe à feinte. La sclère est blanche et opaque et couvre toute la surface postérieure de l'œil. Tunique moyenne ou UV. Le mot UV est issu du latin uva, qui signifie raisin. Si nous enlevions toute la couche externe de l'œil, l'enveloppe moyenne ressemblerait à un raisin. L'iris. L'iris est la partie la plus antérieure de la tunique vasculaire. Son aspect est celui d'un disque avec un trou central, la pupille. La couleur de l'œil dépend de l'iris. Le corps ciliaire. Le corps ciliaire est perçu comme une protubérance triangulaire. Devant, il continue par l'iris et dans la partie postérieure par la choroïde. Sa surface externe est reliée à la sclère et l'interne au vitré et se poursuit avec la rétine, avec une marche échelonnée appelée ora serrata. Maintenant, nous verrons toutes ces structures dans un véritable œil humain, dans certaines images que le docteur Sergio Bonafonte a réalisées pour l'un de ses livres, Melanomas uveales, qui a été réédité en maintes occasions en espagnol et a été traduit à l'italien. Dans ces images, nous pouvons voir la cornée, l'iris, le corps ciliaire, la pars plana, la rétine et entre eux, l'ora serrata. Dans cette belle image faite à l'intérieur de l'œil, nous pouvons voir tous les procès ciliaires. Pars plana,
rétine et ora serrata. Dans la partie externe du corps ciliaire se trouve le muscle ciliaire, comme nous pouvons le voir dans cette coupe microscopique. La choroïde. La choroïde se situe dans la partie postérieure du globe oculaire, entre la sclère et la rétine. Tunique interne ou rétine. La rétine, comme le cerveau, est formée de tissus nerveux avec une structure très complexe. Elle contient des cellules de vision appelées photorécepteurs qui captent la lumière et la transforment en impulsions nerveuses. Il y a beaucoup d'autres cellules dans la rétine qui modifient les impulsions et les conduisent au cerveau. Les vaisseaux sanguins et deux zones de grand intérêt se distinguent dans la rétine. La partie centrale, appelée macula, où l'on atteint la meilleure vision, et le disque optique, papille ou point aveugle, où il n'y a pas de photorécepteurs. Le cristallin. Le cristallin est un organe transparent de la taille d'une lentille qui inverse les images et les dirige vers la rétine. Il se trouve derrière l'iris et devant le vitré, suspendu par un système de fibrilles appelé zonula, allant du cristallin au corps ciliaire. Cavité et chambre. Dans l'œil, nous pouvons identifier 3 chambres ou cavités, l'intérieure et la postérieure, remplies d'humeur aqueuse, et la vitréenne, remplie d'un gel appelé humeur vitrée. La chambre antérieure est située entre la cornée et l'iris. La postérieure, entre l'iris, les procès ciliaires et le cristallin. Le vitré. La cavité vitréenne, derrière le cristallin et le corps ciliaire, est entourée par la rétine et remplie d'un gel visqueux et transparent dénommé humeur vitrée, qui ressemble à du blanc d'œuf. Ici, on va parler du glaucome. Cette pathologie est la première cause de cécité irréversible. Vous nous parlez du glaucome. Comment on pourrait définir cette maladie de la vue ? C'est une maladie particulièrement fourbe qui survient sans prévenir. Le glaucome, c'est une destruction du nerf optique. Vous savez, le nerf optique, c'est ce qui part de l'œil et qui amène les informations visuelles jusqu'au cerveau. Eh bien, ce nerf optique se détruit progressivement dans le glaucome à cause de l'hypertension à l'intérieur de l'œil. C'est une sorte d'hypertension, non pas artérielle, mais intraoculaire. Le glaucome est un groupe de maladies oculaires dont le nerf optique est endommagé, conduisant à une perte irréversible de la vision. Dans la plupart des cas, ces dommages sont dus à une montée de la pression intraoculaire. L'œil produit un liquide appelé humeur aqueuse qui est sécrété par le corps ciliaire dans la chambre postérieure, un espace entre l'iris et le cristallin. Il se dirige ensuite à travers la pupille vers la chambre antérieure entre l'iris et la cornée. De là, il est évacué hors de l'œil par un filtre situé à la base de l'iris appelé le trabéculum. Dans un œil sain, il y a équilibre entre la sécrétion et l'évacuation. Chez les personnes atteintes de glaucome, le filtre d'évacuation est partiellement ou totalement bloqué. Fluide accumule dans les chambres, ce qui augmente la pression dans l'œil. La pression entraîne le cristallin en arrière et appuie sur le corps vitré qui à son tour comprime et endommage les vaisseaux sanguins et des fibres visuelles à l'arrière de l'œil. Ces fibres nerveuses endommagées entraînent des taches de perte de vision et en l'absence de traitement, peuvent conduire à la cécité complète. Deux grandes formes de glaucome existent, il s'agit du glaucome à angle ouvert et du glaucome par fermeture de l'angle. Glaucome à angle ouvert ou glaucome chronique est lié à l'obstruction partielle du filtre d'évacuation. L'angle entre la cornée et l'iris est ouvert, mais l'écoulement de l'humeur aqueuse est un peu lent. La pression augmente graduellement dans l'œil au cours d'une longue période de temps. Les symptômes apparaissent progressivement, commençant par une perte de vision périphérique, et peuvent passer inaperçus jusqu'à ce que la vision centrale est affectée. La progression du glaucome peut être arrêtée avec des traitements médicaux, mais la partie de la vision déjà perdue ne peut pas être restaurée. C'est pourquoi qu'il est très important de détecter les signes de glaucome débutant avec des examens réguliers auprès d'un ophtalmologiste. Glaucome par fermeture de l'angle ou glaucome aigu est lié à l'obstruction soudaine et complète de l'angle de passage de l'humeur aqueuse.
La pression dans l'œil augmente rapidement et peut conduire à la perte totale de la vision très vite. Certaines caractéristiques anatomiques de l'œil telles que l'angle de drainage étroite, la chambre antérieure peu profonde, l'iris mince et tombant, facilitent le développement du glaucome aigu. Typiquement, cela se produit lorsque la pupille est dilatée et le cristallin est collé à l'arrière de l'iris. Cela empêche l'humeur aqueuse de circuler à travers la pupille vers la chambre antérieure. L'accumulation de liquide dans la chambre postérieure appuie sur l'iris, l'amenant à se bomber vers l'extérieur, et à bloquer l'angle d'évacuation complètement. Glaucome aigu est une urgence médicale, imposant une intervention immédiate. Et quelles sont les pathologies qui vous font douter d'un risque de glaucome? Alors on n'a pas beaucoup de pathologies qui nous font craindre un glaucome. Il y a des glaucomes dits secondaires, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qui peuvent par contre induire des glaucomes, en particulier les traitements par cortisone. Le diabète? Il y a eu des études qui ont montré que les diabétiques faisaient un peu plus de glaucome chronique que les non-diabétiques. Et qu'est-ce qui se passe si on laisse évoluer le glaucome sans y apporter de soins? Alors si on laisse évoluer le glaucome est une maladie cécitante. Donc contrairement à la dégénérescence maculaire dont on a parlé la dernière fois ensemble, qui ne laissera jamais les gens aveugles, avec un glaucome, on peut vraiment devenir aveugle, c'est-à-dire une vision noire à droite et à gauche. L'apparition des glaucomes dépend de plusieurs facteurs. Hérédité, hypertension, diabète, tabac. Le glaucome, cette maladie de l'œil, est la première cause de cécité en France. Elle se développe sans douleur et quand les troubles de la vision apparaissent, c'est trop tard. C'est une maladie difficile à diagnostiquer puisqu'il n'y a aucune plainte fonctionnelle. Seul un examen ophtalmologique permet de poser un diagnostic précis. Cette altération de la tête du nerf optique peut être responsable d'une atteinte du champ visuel. Ça concerne d'abord la vision de la périphérie. Et plus la maladie progresse, plus les déficits se rapprochent vers le centre, ce qui explique que c'est une maladie à terme potentiellement cécitante. Catherine faisait partie des 400 000 Français non diagnostiqués. C'est lors d'une visite chez l'ophtalmologiste qu'une tension oculaire élevée a été détectée. Je vais mesurer votre tension intraoculaire. La mesure de la tension intraoculaire, c'est une mesure systématique que nous faisons pour dépister le glaucome. Tenez, installez-vous là. Très bien. Petite goutte de chaque côté. Voilà, ne bougez pas, regardez bien en face. Très bien, l'œil gauche. Ne bougez pas. Oui, vous avez 24 de tension à droite et 26 à gauche. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. C'est plus que la normale. La normale est à moins de 20. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas déjà un peu de mal dans votre œil à cause de la pression oculaire élevée. Le glaucome est donc une maladie très sournoise qui abîme le champ visuel. Mais le champ visuel s'abîme très lentement en commençant par les côtés, de telle sorte que le patient n'en aura pas conscience pendant très longtemps. Et pourtant, petit à petit, sera handicapé dans la vie de tous les jours, en famille, pour conduire. Et si les choses évoluent, le risque est la cécité. Bien, on se met dans le noir parce que je voudrais faire une photo de votre fond d'œil, ce qu'on appelle une rétinophotographie. Je veux analyser votre nerf optique et je l'analyserai très bien sur les clichés. Tenez, venez vous mettre ici. Je fais glisser ma machine et je vous demande de regarder bien en face la petite lumière qui clignote. C'est parfait. La même chose à gauche. Voilà, bien la lumière clignotante. Parfait. Voilà les photos de vos nerfs optiques, l'œil droit, l'œil gauche. Tout va bien à droite, mais à gauche, vous voyez, c'est un peu plus blanc, le nerf optique est un peu plus creusé. Si vous voyez ça en relief, vous vous en rendriez compte. Et malheureusement, cela signe une atteinte glaucomateuse qui n'est pas encore importante, mais qui est certaine. Voilà l'appareil qui permet de faire le champ visuel. C'est une coupole blanche où vont apparaître successivement des points dans toutes les régions de l'espace. Et cette méthode va nous permettre de savoir s'il vous manque des zones dans le champ visuel dont vous n'avez pas conscience. Donc je vais vous donner une sonnette et vous sonnerez chaque fois que vous voyez apparaître un petit point lumineux. Si vous ne voyez rien, vous ne sonnez pas naturellement. On y va. Très bien.
Voilà, on va regarder les résultats du champ visuel que vous venez de faire. Le champ visuel de l'œil droit est absolument normal, comme je le pensais, en ayant vu votre fond d'œil et en ayant photographié le nerf optique. Voilà l'œil gauche. En revanche, à gauche, vous le voyez, il y a une lésion importante dans la zone qui correspond à la zone nasale et vers le bas. Toute cette zone, vous l'avez perdue. C'est une zone dans laquelle vous ne voyez rien. Alors vous n'en avez pas conscience, mais le champ visuel est très parlant puisqu'on voit qu'ici, il y a vraiment une zone qui a disparu de votre champ visuel et qui signe vraiment l'atteinte glaucomateuse. Et donc tous ces examens confirment que, effectivement, à gauche, il y a du glaucome. L'œil droit, je n'en suis pas sûr. Bon, paniquez pas, le glaucome, ça ne rend pas aveugle quand on sait qu'on l'a, quand on le soigne, et lorsqu'on met en route le traitement, on peut le stopper. Mais il faut vous traiter et il faut vous faire surveiller. Mais est-ce que c'est très grave? Ça pourrait être grave si vous ne vous traitiez pas et si on ne l'avait pas trouvé. Ici, on va tout mettre en œuvre pour que ça ne bouge plus et que jamais vous ne vous rendiez compte de l'altération que vous avez dans vos yeux et que vous soyez handicapé. Et les collyres vont faire baisser ma tension? C'est le but de ce traitement précisément, c'est de passer à un niveau de tension suffisamment faible pour que le champ visuel arrête de se dégrader. Est-ce qu'on peut parler éventuellement d'arriver jusqu'à une guérison? Non, non. On ne parle pas de guérison dans le glaucome, on parle de stabilisation. On ne peut pas faire partir la tache que vous avez dans votre champ visuel. On peut la stabiliser de telle sorte qu'elle ne vous gêne jamais. Nous retrouvons le docteur Étienne Ribaud à Quimper, qui cette fois nous parle de la prévention et des traitements du glaucome. Alors le glaucome est une pathologie extrêmement fréquente en ophtalmologie. On estime que ça touche entre 6 à 10% de la population, donc c'est vraiment extrêmement fréquent. Alors les causes connues, on ne sait pas trop pourquoi les gens ont un glaucome. Il y a des glaucomes primitifs, il y a des facteurs génétiques qui là aussi sont importants. Il y a des familles de glaucomateux où on retrouve des arrière-grands-pères aveugles sans qu'on en sache trop la cause. Et puis des grands-parents qui mettaient des gouttes, des parents qui mettent des gouttes, des frères, des sœurs, des tantes. Donc il y a un facteur familial qui est très très important. Sinon ça reste encore très mystérieux pour le glaucome primitif. Alors, il y a essentiellement deux formes de glaucome. Il y a le glaucome dit chronique à angle ouvert. C'est le glaucome pour lequel les gens mettent des gouttes en permanence, de façon chronique et toute leur vie. Et il y a une forme beaucoup plus aiguë qu'on appelle le glaucome à angle fermé, qui lui se manifeste de façon très brutale et très douloureuse, en général plutôt en fin de journée, et qui menace la fonction visuelle. Quels sont les traitements que vous appliquez pour ce type de glaucome aigu ? Alors pour le glaucome aigu, c'est une urgence, c'est une des rares urgences en ophtalmologie. On risque de perdre l'œil très rapidement en une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc ça nécessite de mettre des traitements hypotonisants en voie intraveineuse, en comprimé, avec des collyres instillés de façon très fréquente au niveau de l'œil, et ensuite à pratiquer une petite intervention pour lever ce blocage angulaire, soit par laser, soit par voie chirurgicale. Y a-t-il des sujets plus exposés ? Alors pour les glaucomes à angle fermé, les sujets sont d'autant plus exposés qu'ils sont vieux, que l'âge intervient, et les hypermétropes, donc les gens qui ont des lunettes grossissantes, sont beaucoup plus exposés à faire des glaucomes à angle fermé que les autres. Alors le glaucome à angle fermé est une maladie grave qui peut menacer la fonction visuelle de l'œil atteint. Il faut savoir qu'une personne, par contre, qui a été opérée de cataracte ne peut plus faire de glaucome à angle fermé. Donc tous les gens qui vont nous écouter, qui ont été opérés de cataracte, vont pouvoir enlever ça de leur arrière-pensée. Ils ne feront pas de glaucome à angle fermé. Dans l'imaginaire des gens, le glaucome est un problème de tension oculaire, avec un chiffre qui reste ancré dans nos esprits, qui est de 20. On a maintenant beaucoup évolué et on pense que le glaucome est plutôt une atteinte du nerf optique et qu'elle peut être multifactorielle, et que dans ces facteurs, la tension oculaire certes intervient, mais qu'il y a souvent aussi d'autres facteurs, comme des petits problèmes microvasculaires qu'on maîtrise mal. Une fois diagnostiqués, 80% des patients gardent une vision correcte grâce au traitement stabilisant la maladie. Pour le début, c'est souvent un traitement médical qui repose sur des gouttes à mettre dans les yeux. Vient ensuite un certain nombre de traitements laser. Et ensuite, quand cela ne suffit pas, il reste toujours l'hypothèse chirurgicale, avec les chirurgies conventionnelles, pour lesquelles on a un fort recul, plus de 50 ans, et depuis une petite dizaine d'années, de nouvelles approches qu'on appelle mini-invasives, en utilisant différents draps, en limitant le nombre d'effets secondaires et leur importance. Si l'on ne peut pas encore réparer le nerf optique, on s'oriente vers une personnalisation des traitements.
Il existe beaucoup de types de glaucome différents. Et pour l'instant, on traite tous ces types de glaucome de la même façon, en faisant baisser la pression intraoculaire. On peut imaginer que si on comprend mieux pourquoi dans certains types de glaucome la pression n'est pas si élevée que ça, on pourrait mieux la traiter. Les pistes de recherche sont multiples. Thérapie génique, médicaments, greffe. On peut espérer les premières évaluations chez les patients dans les années à venir. Tout le traitement, en fait, il faut faire baisser la tension, c'est ça. C'est on ne peut pas ça. vraiment réparer le nerf optique. Non, actuellement non. Pour l'instant, non, disons. On peut faire baisser la pression intraoculaire grâce à des gouttes. Et la plupart du temps, ça stabilise nos patients. Il y a le traitement chirurgical en dernier recours. Et ces gouttes, c'est un traitement à vie ? C'est un traitement qui est à vie, puisque c'est une maladie qu'on doit stabiliser, qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on doit stabiliser. Et puis peut-être qu'à l'avenir, on pourra espérer non pas régénérer le nerf optique, puisque c'est beaucoup trop complexe. Il faudrait pouvoir faire en sorte que chaque fibre se connecte à toutes les zones du cerveau, mais à améliorer la protection autour du nerf optique. C'est ce qu'on appelle la neuroprotection. Donc la recherche avance, on le voit ? Oui. Beaucoup de traitements chirurgicaux actuellement, ce qu'on appelle les chirurgies mini-invasives du glaucome, qui consistent à mettre un drain au niveau de la partie antérieure de l'œil, qui permet de faire baisser la tension. Puis certainement que dans les 2, 3, 4 années qui viennent, on pourra injecter des dispositifs à relargage prolongé dans l'œil, qui permettront de se passer du traitement médical pour les patients qui ne le toléreraient pas localement. Merci beaucoup, Dr Cédric Schweitzer, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc ophtalmologiste et spécialiste du glaucome à Bordeaux.